Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Bien, bonsoir. Je suppose que vous voyez ce film tous pour la première fois, puisqu'il n'était pas sorti en France avant cette sortie de la plupart des films de Kurosawa. Donc, c'est un film de 1945. Kurosawa est né en 1910, il a 33 ans. D'abord, il appartient à une famille de samouraïs, même si cette famille de samouraïs, donc on dirait en Europe ou en Occident, une famille d'aristocrates, mais cette aristocratie est pauvre. Donc Kurosawa est né quand même dans une famille pas très aisée. Et il était le dernier d'une famille de 7 enfants. Et il a, entre autres, été très influencé par un frère aîné qui va se suicider un peu plus tard, quand il aura 14, enfin vers 15-16 ans, en conflit avec son père, enfin ce frère aîné, donc en conflit avec ce père. Mais ce frère aîné était quelqu'un qui l'a beaucoup marqué, entre autres, au moment du tremblement de terre de Tokyo, enfin du Japon quoi, à Tokyo en 1923, qui a été un tremblement de terre terrible avec énormément de morts. Ce frère a forcé, ou pas forcé, enfin je ne sais pas très bien, mais conduit le jeune Akira Kurosawa voir la ville, voir tous les morts, entre autres qui flottaient dans le fleuve, etc., et l'obliger à regarder en disant, dans la vie, il faut toujours regarder tout ce qui se passe, et en particulier le pire. Et cette idée, enfin, Kurosawa en a longtemps parlé, c'est-à-dire cette idée de toujours regarder très précisément les choses telles qu'elles sont, sans faire de tout de détour de regard ou d'invention plus ou moins heureuse par rapport au monde. Regarder le monde tel qu'il est. Alors, il va ensuite, après le suicide de son frère, et arrivé quand même à l'âge de 20 ans, 22 ans, il veut devenir plutôt peintre et il rentre dans une école une école d'art et il commence à dessiner, etc., et à peindre. Mais c'est tout à fait par hasard qu'il entre pour gagner un peu d'argent dans un studio de cinéma. Et donc à ce moment-là, il entre dans le circuit. Et c'est en 1943 qu'il réalise son premier film. Il a quand même 33 ans. Et donc ce film, c'est en 1945, donc 2 ans plus tard. Alors, plusieurs choses à dire. D'abord, revenir un peu sur le cinéma japonais. Le cinéma japonais, depuis, on ne peut pas dire directement les Frères Lumière, mais le cinéma est connu au Japon dès les années 1900, donc 15-5 ans après la naissance du cinéma avec les Frères Lumière. Et il va avoir une influence très forte au Japon. Et déjà, dès 1905, dès 1910, un cinéma japonais commence à se développer. Et ce cinéma va être tout simplement, jusqu'aux années 80, l'un des plus grands cinémas du monde, avec quelques cinéastes immenses, parmi les plus grands du cinéma mondial, à commencer par Mizoguchi, par Ozu et quelques autres. Naruse, etc. Et Kurosawa qui va arriver lui aussi à ce moment-là. Alors Kurosawa a simplement 12 ans de moins que Mizoguchi, 5 ans de moins enfin 7 ans de moins que Ozu, 5 ans de moins que Naruse. Il n'empêche que ces 3 cinéastes que je viens de citer, eux ont commencé au temps du muet et sont déjà célèbres à partir des années 35-36. Le problème, évidemment, c'est que le Japon, dans ces années 35-36, après un moment quand même d'ouverture au monde et en même temps aussi d'ouverture aux idées sociales, est prise en charge, si on veut,
par la dictature militaire et pendant cette période de 1936-37 jusqu'en 1945, évidemment, cette dictature va être extrêmement importante et influente et, entre autres, peut faire peser sur le cinéma une chape de censure extrêmement poussée. Alors, tous les films qui ont été faits à cette époque-là, et ceux de Kurosawa pareil, sont quand même contrôlés et sont plus ou moins interdits. Et ici, nous sommes donc en septembre 1945. La fin de la guerre vient de... Je ne sais plus si c'est au mois d'août ou au mois de juillet en Japon. Je ne sais plus c'est quoi. C'est août, c'est ça. Il y a les bombes atomiques qui sont tombées. Et et lui commence en septembre. Et évidemment, il n'y a plus d'argent. Déjà même, il n'y a pas de pellicule. Donc c'est très difficile. Et il décide de tourner une pièce de style kabuki, donc une pièce de samouraï. Mais évidemment, cette pièce que vous venez de voir n'est pas une pièce innocente. Il y a quand même des sous-entendus par rapport à ce qui vient de se passer. Il faut continuer, il faut aller. Ça, c'est le propre des samouraïs. Mais ce qui est important dans la pièce et finalement dans le film, c'est le rôle du petit porteur, du comique, qui finalement représente le peuple. Et c'est lui qui, en fait, c'est pour ça que vous avez ce dernier plan tout à fait étonnant. Le film se termine sur lui, il ne se termine pas sur les autres. Il faut maintenant que la société remarche, une société japonaise revienne quand même un peu plus de considération sur le peuple, sur les pauvres, etc. Vous allez voir dans cette rétrospective que nous faisons ici sur Kurosawa combien ce thème est important dans son œuvre. Bon, ici, bien sûr, ce qui était tout à fait passionnant à regarder, c'est de voir comment il met en scène une pièce de théâtre dont on peut dire à l'évidence que c'est du théâtre filmé. Seulement, quand le théâtre est filmé de cette façon, c'est-à-dire que finalement d'une manière extrêmement cinématographique, et en particulier sur le travail des plans, des gros plans, etc., tout en conservant l'appareil même de la théâtralité, de cette théâtralité typiquement japonaise, vous avez là un film assez étonnant, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous voyez une pièce de théâtre japonaise directement filmée et qui vous est représentée, avec cette façon de parler, ce côté extrêmement épique dans la manière de dire les choses, etc. Et en même temps aussi, ce qu'on a moins l'habitude de comprendre, c'est ce rôle du comique à l'intérieur d'une pièce extrêmement presque sacrée. Et ce comique, qui est un comique qui pourrait être en Europe le comique de la farce du Moyen-Âge ou le comique de la commedia dell'arte. C'est-à-dire un comique de Sganarelle enfin, bon, je sais plus, qui est une comique extrêmement forcée et qui redonne justement une sorte de dissension totale à l'intérieur du système de représentation où normalement nous serions, que si on était ouvertement dans le no, nous serions quand même dans le côté un peu sacré, un peu supérieur, alors que là, vous avez une espèce de dualité dans la représentation qui est tout à fait passionnante, et en même temps aussi un jeu je dirais très osé. Pas vraiment pour Kurosawa à l'époque, mais ça a été quand même très, pour nous aujourd'hui, au bout de 50 ans, 60 ans, très osé de voir à quel point il ose filmer théâtre. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez pu remarquer que même dès le départ, vous avez peut-être un arbre qui doit être vrai. Disons, tout le reste, c'est du studio, et tout le reste, c'est avec de la toile peinte. Donc, ouvertement, vous êtes dans du théâtre, à voir du théâtre,
Et en même temps, ça passe admirablement bien en cinéma, tout en sachant, et vous l'avez ressenti, que c'est du théâtre. Et donc, de ce point de vue, je trouve que le film est remarquablement réussi. Et il est en fait, même si c'est le 4e ou 5e film, enfin, je ne sais plus très bien, de Kurosawa, il est quand même le film qui ouvre ouvertement la carrière de Kurosawa et son talent, son ouverture à l'extrême talent qui sera le sien un peu plus tard, mais même déjà, à mon avis, dès ce film où on voit le grand bonhomme qui est en train de venir. Il n'est pas encore arrivé totalement, mais il est en train de venir. Vous allez le voir la fois prochaine, déjà, mais là, nous aurons des films qui auront 10 ou 15 ans de plus, et évidemment, c'est une autre façon de filmer. On passera beaucoup plus directement à la façon de filmer au cinéma, et non pas à cette représentation où le cinéma se plie quand même à la technique et à la manière même la manière théâtrale. Bon, voilà ce que j'avais déjà à dire au départ. Je pense que vous avez sûrement des questions à poser ou des interventions à faire, en espérant que vous avez aimé le film, que vous avez été déconcerté, je suppose, en tout cas je l'espère. Et voilà, donc je vous écoute. Bonjour. Est-ce que vous pourriez élaborer un petit peu plus sur les messages implicites du film ? Élaborer un peu plus sur les messages implicites du film, les liens que vous disiez avec la guerre et avec la période. Vous disiez qu'il y avait des messages qui étaient un peu implicites. Si vous pouviez... les messages lesquels, artistiques ou artistiques et aussi par rapport à la période historique, j'imagine. C'est-à-dire que bon, le cinéma japonais, déjà au temps du muet, est remarquable. Bon, il y a ensuite, alors déjà une première chose à savoir pour le cinéma japonais, c'est que l'idée de la théâtralité est très présente d'emblée dans le cinéma muet. C'est-à-dire que vous avez, comme en Europe d'ailleurs, par exemple en Europe ou en Amérique, aucune importance, au temps du muet, le muet n'était pas vraiment muet. Vous aviez toujours une musique. C'était un pianiste ou un violoniste ou un orchestre qui accompagnait un film. Et en plus, vous aviez même en Europe, ou en Occident en tous les cas, vous aviez aussi souvent une personne à côté de l'écran qui expliquait ce qui se passait. Donc il donnait une explication. Donc ce n'était pas non plus muet dans le sens où il y avait quand même de la parole. Bon. Mais l'art même du cinéma à partir des années 1910-1915 font que peu à peu, on n'a plus besoin que quelqu'un parle et les sous-titres ou les intertitres vont faire parler. Donc on entend les dialogues en les lisant. Quoique, malgré tout, dans des salles populaires, tout le monde ne sait pas lire. Par exemple, c'est très, très net pour les Américains. Les Américains vont faire en sorte que le cinéma va être pris en compte par la Chambre des députés ou du Sénat, enfin je ne sais plus lequel, parce que à partir des années 1905, 1910, 1915, c'est le grand moment de l'immigration qu'exige l'Amérique. Donc arrivent du monde entier des gens qui sont pauvres, qui sont la plupart illettrés. Donc il fallait justement qu'il y ait des gens qui lisent les intertitres parce que les gens ne savaient pas lire. Donc, et en même temps aussi, c'est comme ça que les Américains ont inventé, pour permettre à ces émigrants d'intégrer l'idéal américain, ils ont imposé le happy end. Il faut que la fin soit heureuse, car si vous venez vivre en Amérique, c'est pour réussir. Donc la réussite est au bout du chemin et l'action d'un film américain est faite pour réussir et pour vous installer, le monde dans le futur. Vous devez faire votre place dans le futur.
vous devez acheter votre place, ou en tout cas la fabriquer, votre place dans le futur. Et c'est tout le cinéma américain, c'est extrêmement intéressant de regarder comme ça. Si évidemment, depuis quand même quelques années, ce n'est plus tout à fait le même discours. Alors que au Japon, en revanche, la personne qui lit les textes et qui parle pendant le film, ça devient un personnage presque comme un peu le porteur ici. C'est-à-dire un personnage qui devient extrêmement populaire par rapport aux spectateurs, si bien que lorsque le cinéma devient parlant en 1929-1930, le cinéma japonais ne veut pas devenir parlant. Ils veulent conserver leur, je n'ai plus le nom de ce personnage qui parlait et qui devenait un personnage au fond que tout le monde venait écouter. Donc le cinéma parlant au Japon a véritablement démarré en 1936, avec 6 ans de retard. Et par exemple, Ozu, ou surtout Mizoguchi, etc., ont fait des films pas muets jusqu'en 1935-36. Donc, Kurosawa, bon, qui démarre plus tard, qui démarre en 1943, quand même conserve un peu cette idée-là. Et quand il fait ce film, il est évident qu'il repense à ce personnage qui animait les films, les films du temps du cinéma muet. Et en effet, il y a toute une espèce de jeu sur la façon de dire les textes qui est très extrêmement solennel et qui est proche du théâtre, puisque cette théâtralisation-là était présente à l'intérieur même d'une représentation populaire du temps du cinéma muet avec ce personnage, je sais plus, je crois que c'est Benji ou Kenji, enfin bon, faut dire que les Japonais ont un langage que je ne connais pas. J'ai oublié le nom de ce personnage qui animait le cinéma. Alors, si vous voulez, là, on voit que Kurosawa a quand même une idée déjà quand même précise du cinéma. Il y a au fond de samouraïs qui sont déjà présents, mais simplement en pure représentation. J'aime énormément la façon dont il représente, par exemple, la marche des 6 personnages guerriers, plus le 7e, dont on ne sait pas si c'est une femme, un homme, etc., qui se cache jusqu'au bout, plus le portier, évidemment. Il y a une façon de filmer qui est extrêmement intéressante, à la fois très théâtre et très cinéma. Et en particulier dans la façon de travailler les gros plans, les changements, les chants contre chants que Kurosawa, ne reprenant pas tout à fait le côté dogmatique du cinéma de Ozu ose carrément le 180 degrés dans le chant contre chant. Le chant contre chant, je vous le rappelle, c'est une façon de filmer un dialogue entre 2 personnes. Bon, une personne est là, et ensuite la personne est en face et répond. Alors, la plupart du temps, en Occident, en tous les cas, on prenait en oblique la caméra sur tel personnage, et puis ensuite, on passait sur l'autre personnage avec l'oblique. Vous aviez l'oblique droite, et ensuite vous aviez l'oblique gauche. Alors, ce que Ozu, et ici il le fait, Kurosawa, par moment, était carrément 180 degrés, c'est-à-dire caméra face à la personne qui parle, et brutalement, contre-champ, caméra face à la personne qui répond. C'est-à-dire que vous avez, représentez-vous ça dans la tête, vous avez un personnage, donc une tête qui parle, cette tête est au centre du cadre, et brutalement, l'autre tête est au centre du cadre. Vous n'avez pas cette espèce de rapport de position dans l'espace qui permettait, dans le champ contre champ occidental, de faire que par l'oblique,
vous pouvez, pour le spectateur, comprendre que on passe à l'un, on passe à l'autre, c'est-à-dire en d'autres termes, au fond, on demandait au spectateur de façon mentale, on lui demandait d'assister à la conversation, vous regardez à droite, et ensuite vous regardez à gauche, et vous suivez la conversation droite-gauche, droite-gauche. Alors que ce que font les Japonais, et en particulier Ozu, puis ensuite Kurosawa et d'autres, c'est justement faire face, 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 face. Ce qui donne une tension beaucoup plus forte dans le dispositif cinématographique. C'est ça qui était... Et il y a ici, je trouve déjà pour un jeune cinéaste, une conception du cinéma qu'il va ensuite développer. Car il faut bien avouer que dans l'œuvre de Kurosawa, les films donc de samouraïs ou de seigneurs, etc., donc des films plus ou moins moyenâgeux ou de l'époque, la grande époque impériale, etc., qui ont une résonance extraordinaire. Bon, dans la fin de sa carrière, des films comme Arad, etc., ou des films comme ça, enfin, de cette dimension-là, sont des films tout à fait stupéfiants. Vous allez en voir un prochainement avec l'adaptation de Macbeth par Kurosawa, qui est tout à fait avec le château d'araignée. C'est tout à fait remarquable. Enfin bon, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais enfin bon. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou d'autres réactions. Ah, attendez. Parce qu'on prend le micro, je sais que vous voulez parler. Voilà. Puis ensuite, il y aura une dame ici. Voilà. Là, dans ce film, moi, j'ai ressenti que le Japon, c'est plus un code d'honneur. C'est plus un code sur l'honneur. Dans ce film-là, oui, j'ai plus senti que c'est un code d'honneur de la religion et de la culture japonaise. Parce qu'en fait, l'honneur est primordial dans ce film pour moi. Parce que je pense qu'on arrive à 1945, c'est la capitulation du Japon vis-à-vis des Américains. Et il y a un moment où il y a le vassal qui se prosterne devant le shogun en disant « je m'excuse de ne pas avoir, respecté l'ordre dans lequel je me suis investi avec vous, monseigneur ». Et des deux côtés, entre les frontaliers et les vassaux et les moines, en fait, il y a un code d'honneur qui est mis en place. Oui, mais ça dans l'univers de la chevalerie des samouraïs. Le code d'honneur, vous l'avez aussi dans la chevalerie occidentale. Mais là, en 1945, le Japon a capitulé. En 1945, le Japon a capitulé devant les Américains. Oui, justement. Donc en fait, là, on voit très bien qu'à un moment, Kurosawa, il nous montre que le Japon, c'est fini. Le code d'honneur, enfin, vis-à-vis de l'empereur, il s'est assis. Oui, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr qu'il y a cette idée-là, d'autant plus que le film, de ce point de vue, ou la pièce, parce que je ne sais pas à quel point il y a le respect, si la pièce exacte, telle qu'elle a pu être créée il y a plusieurs siècles, ou s'il y a de réadaptation de cette pièce. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas assez compétent dans ce domaine. Mais en revanche, ce qui est évident par rapport à ce qui vient de se passer, c'est qu'il faut quand même redonner d'abord un sentiment justement d'honneur et de ne pas trop ressentir l'affront terrible que vient de subir le Japon. Pour un Japonais, c'est quand même par rapport à l'étranger et avoir été battu, que l'empereur était battu, bien sûr que c'est d'une extrême violence. Et le film, de ce point de vue-là, ou la pièce, est très intéressante parce qu'on passe de plus en plus des classes sociales pour arriver à ce grand moment, justement, de cet affrontement entre un clan et un autre clan, où on passe au-dessus, c'est-à-dire on passe à ce moment-là sur la religion, sur Bouddha, etc. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on va vers le plus haut, vers la spiritualité. Et ce qui est une thématique qui sera pas trop présente chez Kurosawa, mais qui est quand même présente. Il y a
quelque chose de la spiritualité chez Kurosawa. On sent quand même que la famille samouraï, enfin, que l'origine samouraï de la famille est présente. Alors que sur des gens comme beaucoup plus pauvres au départ, à la base, comme Mizoguchi, c'est plutôt quelqu'un d'anti-religieux, en fait, même ouvertement anti-religieux. Alors que Kurosawa sera toujours un peu religieux. Alors par rapport, en effet, à la défaite, bon là, c'est brûlant. On vient de déposer les armes. Le Japon est envahi. Enfin, c'est le désastre. Il faut redonner une certaine grandeur au Japon. Et en même temps, c'est pour ça que c'est très intéressant de le voir travailler sur ce comique du portier, qui est quand même un comique extrêmement populaire et un peu simpliste. Et pour ouvrir vraiment le champ à toute la population japonaise, c'est-à-dire qu'on va du peuple jusqu'à ce qui est la plus haute représentation possible du Japon par rapport à l'empereur, par rapport à Bouddha, etc. Et par rapport aussi aux samouraïs, donc à la tradition. Il est évident que la tradition est présente. Mais moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est de voir que quand même pour Kurosawa, ce qui n'est sûrement pas dans la pièce, c'est le dernier plan du film. Que le dernier plan du film, c'est l'homme du peuple, donc le portier, qui se réveille seul dans la nature et qui finalement sort du champ de l'écran. Mais maintenant, c'est au peuple de parler. Cette idée qui est quand même sous-jacente de l'idée de démocratie qui avait été complètement interdite et même pourchassée par la dictature militaire. Il y a, si vous voulez, le Japon, c'est quand même un peuple comme les autres peuples qui ont vécu, et en particulier, il y a eu quand même, dans les années, à partir des années 15-20, tout un mouvement, on dirait ici de gauche. C'est-à-dire qu'il y a eu une pénétration, pas comme chez nous, mais une pénétration marxiste au Japon. Et quand la dictature militaire est arrivée, c'était évidemment tout ça a été totalement balayé. Et l'idée de remettre ce portier à la fin, donc cette image du peuple comme dernière image du film, ce n'est pas innocent par rapport, puisque vous voulez vous parler de la défaite, c'est quand même, bon, le peuple est là et c'est à lui de reprendre le chemin. Vous verrez dans les autres films de Kurosawa, vous verrez que c'est une thématique qui est extrêmement importante. Le haut et le bas, vous allez voir Entre le ciel et l'enfer, par exemple, un film magnifique sur le haut et le bas, c'est-à-dire les gens du haut qui sont riches, et les gens du bas qui sont pauvres. Et bon, vous verrez le film, je ne vais pas vous en parler maintenant. Venez voir. De toute façon, venez voir tous les films de Kurosawa, ça vaut le coup. Oui, alors madame voulait parler, pardon. On s'excuse pour ceux qui n'étaient pas là, c'est que comme c'est enregistré, c'est pour ça que on vous demande de parler au micro. Oui, moi, Monsieur Douchet, je voudrais revenir sur l'ensemble du film, sur l'impression qu'il m'a faite. D'abord, je ne considère pas que c'est vraiment du théâtre filmé. J'ai vu ça comme un opéra. Parce que je trouve que les mouvements de caméra et la musique s'accordaient. Et tout de suite, j'ai ressenti des images poétiques. Et en fait, dans la manière dont il filmait ces samouraïs assis, on passait d'un gros plan à un travelling. Enfin, tout ça s'accordait avec les mouvements de la musique. Et j'ai vraiment ressenti ça comme un opéra, je l'ai vécu comme un opéra. Toute cette théâtralité et l'intensité des scènes. Et j'ai été très, très, très prise par ça. J'ai trouvé ça très étonnant.
Oui, je m'y attendais pas. Mais... Cette intensité, ça m'a fait penser au cinéma muet, justement, et à Dreyer, parce que l'appropriation de l'espace, la façon, on voit que c'est un peintre dans la composition des images. Et c'est vraiment très beau. À certains moments, on a un seul personnage et puis on a une toile peinte derrière. Mais il y a toute une poésie. Et moi, j'ai été un peu fascinée par ces images. Alors, c'est vrai que le scénario, en quelque sorte, bon, ça m'a moins intéressée, si vous voulez. Je ne m'y attendais pas. Tout en sachant que, bon, c'est une pièce traditionnelle, comme vous l'avez dite, de leur théâtre. Et j'ai trouvé, vraiment, j'ai été très séduite et très étonnée parce que j'ai pas eu du tout l'impression que c'était du théâtre, mais au contraire, vraiment du cinéma. Oui, mais c'est vraiment ça. Il faut reconnaître à Kurosawa cette qualité parce que, en fait, au fond, sa force, c'est que ce théâtre japonais. Et vous avez dit que c'est de l'opéra. D'une certaine façon, oui, c'est de l'opéra. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on ne vous demande d'être vrai, réaliste. Il y a, oui. Comme d'ailleurs, en fait, il y avait aussi dans le théâtre occidental, chez Shakespeare ou même chez Racine, etc. C'est-à-dire que on ne prononçait, par exemple, une tragédie de Racine, la façon dont c'était dit à l'époque, c'était pas récité, c'était chanté. Donc l'art du théâtre en tant que forme chantée, ou en tout cas modulée, où la modulation était la chose importante et la modulation permettait de comprendre un texte, mais qui lui-même se soumettait à la modulation. Ça, c'est tout à fait passionnant et c'est en même temps, en effet, quelque chose qui va être mis en évidence par l'opéra. Mais l'opéra vient très tard, alors que cette musique-là théâtrale, pour les Japonais, remonte au Xe siècle. Donc, il y a déjà 10 siècles de ce théâtre-là, commencé par le théâtre No, puis ensuite le théâtre Kabuki, etc. Donc, là, vous avez ça. En même temps, vous avez raison sur la composition. À la fois, c'est vraiment limité. Enfin, ils ont dû faire en tout et pour tout 3 décors, 3 toiles de fond, c'est tout. Et la façon de le traiter, en effet, par des plans qui sont admirablement composés par... mais de toute façon, on en reparlera chez Kurosawa sur l'art de l'espace, et en particulier comment il joue l'espace. D'une façon non pas seulement que dynamique, mais même pas théâtrale, picturale. Enfin bon, j'oublie d'un seul coup le nom. Où la dualité va se jouer entre on referme, on ouvre, on referme, on ouvre. L'espace, et ce qu'il fait déjà, qu'il commence à faire ici. On ouvre, ce que je disais tout à l'heure sur le dialogue, c'est donc chant contre chant. Ici, le fait de le faire presque brutalement face-face vous donne une dualité beaucoup plus forte, une dramaturgie, voilà ce que je veux dire. L'image est déjà une dramaturgie, et travaillée par l'espace en tant que dramaturgie. Et ça, c'est tout à fait passionnant, des vrais grands cinéastes. Les mauvais cinéastes ne font que illustrer le scénario, etc. Les grands cinéastes, c'est la forme, c'est l'écriture, donc c'est le travail sur l'espace, le travail sur la figuration, qui est véritablement, qui donne le sens profond à l'œuvre. Et là, chez Kurosawa, vous allez le voir de plus en plus. Enfin bon, là, nous sommes qu'au tout début de l'œuvre. Est-ce que c'était son premier film? Non, je dis c'est le 4e. Le 4e. Le premier est de 1943. Parce que là, déjà, excusez-moi, moi j'ai l'impression que c'est un chef-d'œuvre pour moi. C'est déjà très fort. Ah oui. Non, je ne me serais pas permis de vous présenter une année entière avec un cinéaste qui ne serait que secondaire.
quand même, autant prendre un grand cinéaste. Hein. Je sais pas, oui, d'autres questions, non? Oui, pardon. Attendez, m'excuse toujours le micro. En fait, je voulais juste savoir en combien de temps avait-il tourné le film et où? Écoutez, je pense que c'est à Tokyo. Hein, D'accord. De toute façon, les deux grands centres de cinéma à l'époque, c'était Tokyo et Kyoto. Alors, par exemple, Ozu, c'est Tokyo. Mizoguchi, c'est Kyoto. Bon. Et pour rien que beaucoup de films de Mizoguchi se passent à Gion, ou à Gion, enfin je ne sais pas comment ça se prononce exactement, qui est le quartier des geishas à Kyoto. Bon, donc lui, les studios sont là-bas, donc il travaille à Kyoto, Ozu travaille et Kurosawa travaille aussi, il va travailler chez la société Toho, donc Toho est à Tokyo. Donc c'est Tokyo. Bon, enfin, aucune importance, ça aurait pu être Kyoto. Hein. Simplement, au Japon, il y avait donc deux pôles, deux villes, l'ancienne capitale et la nouvelle, où se faisaient les films. Quoi. Et en combien de temps Pas longtemps. Okay. Ça a dû faire... D'abord, on n'a pas d'argent. Par exemple, il y a une chose que vous avez pu remarquer, le film est restauré, mais vous avez pu remarquer qu'on a quand même une faiblesse de luminosité dans le film. Et il y a une petite perte de netteté. Parce que la pellicule est malgré tout usée, et malgré la restauration, il reste quand même les traces d'un cinéma qui n'a pas d'argent. C'est comme nous pendant l'occupation. La pellicule, c'était de l'industrie chimique. L'industrie chimique, ça allait plutôt pour les bombes et des choses comme ça. Donc c'était ça qui est la priorité. Et là, on est un mois après la fin de la guerre. La pellicule, et même au Japon, est rare. Il n'y a qu'en Amérique où elle n'a pas été rare, mais limite. Parce que l'industrie de guerre mobilisait, si on veut, toute l'industrie chimique. Forcément. Bon, mais ça, c'est... Alors, je pense que le film a dû se faire en 15 jours, quoi, maximum. Mais c'est... En fait, une fois qu'ils ont fait leur répétition, les mises en place sont faites, et vous avez vu que, finalement, après, il suffit de déplacer la caméra, et voilà, donc ça va vite. C'est pas un film, évidemment, c'est pas les 7 samouraïs. Les 7 samouraïs, ça demandait beaucoup de temps. Donc c'est plus pareil, ça demandait 2 ans. C'est donc on n'est plus dans les mêmes modes de fabrication d'un film, quoi. Et ici c'est un film, on pourrait dire que c'est un film fauché, voilà. Mais j'ai fauché comme ça, on en fait bien tous les jours. Oui, pardon. Oui, j'avais une question à poser concernant justement la hiérarchie dans la société japonaise. Dans le film, en fait, on voit qu'il y a les samouraïs qui sont des vrais guerriers. En face d'eux, il y a les gardes. C'est-à-dire que vous avez, dans cette équipe-là, vous avez quand même quelqu'un qui appartient aux familles impériales. Voilà. Mais il apparaît justement que ce personnage a presque un aspect féminin. Et en fait, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que ça représente en fait ce qu'était la société japonaise avant l'ouverture sur l'extérieur? C'est-à-dire qu'il y avait une aristocratie qui n'exerçait pas vraiment le pouvoir, puisque le pouvoir était exercé par une autre tranche, une autre classe sociale que l'aristocratie elle-même. Oui, mais écoutez, l'histoire, moi je ne connais pas assez bien l'histoire japonaise, mais c'était très complexe. Hein. La façon dont les empereurs sont devenus importants, et ensuite comment les empereurs ont été confisqués par les nobles. N'oubliez pas qu'au XVIIIe siècle, puisque la capitale impériale, c'est Kyoto, et
et le pouvoir, le gouvernement s'est déplacé à Edo, c'est-à-dire à Tokyo. Bon. Et n'oubliez pas qu'au fond, c'est le pouvoir de Tokyo l'emporte sur le pouvoir de l'impérial de Kyoto. Et que, paraît-il, il y aurait eu au XVIIIe siècle des empereurs tellement dépourvus d'argent qu'ils étaient obligés d'aller mendier dans la rue pour survivre. Bon, est-ce vrai, est-ce pas vrai, je ne sais pas. Enfin, c'est l'histoire que l'on raconte. Et ensuite, par exemple, au XIXe siècle, lorsqu'il y a eu le renouveau à la fois de l'Empire, mais aussi de la politique, tout ça à Tokyo d'ailleurs, puisque maintenant, à partir de cette époque-là, Kyoto, c'est-à-dire la capitale, Kyoto, vient s'installer aussi pour l'empereur à Tokyo. À ce moment-là, il y a eu une autre façon de concevoir la politique, avec justement d'abord l'arrivée de la bourgeoisie, mais comme dans le monde entier, qui modifie un peu. Vous avez toujours le clan, enfin ou l'aristocratie d'origine samouraï qui est là et qui reste présente et qui va être justement très droite et extrême droite et s'allier finalement au fascisme et au nazisme. C'est celle qui... Mais vous avez aussi tout un peuple et donc des résistances par le peuple. Et ce qui a été... Bon, là je ne suis pas historien, mais ce qui est intéressant de voir sur 45, c'est que quand l'Amérique arrive, d'un seul coup, l'Amérique va imposer la démocratie et finalement, les Japonais vont assez vite s'installer dans la démocratie. Et aujourd'hui, bon, bien sûr qu'il y a toujours la droite, il y a toujours l'aristocratie, mais elle n'a plus une espèce de pouvoir qu'elle a eu depuis le XIIe siècle jusqu'au XVIIIe. Et c'est au XVIIIe où cette aristocratie avait pris, un peu comme en Europe d'ailleurs, qu'en France. Après tout, l'aristocratie en France avait pris le pouvoir jusqu'à la Révolution. Moi, j'ai une petite théorie. Je dis que finalement, c'est grâce à Louis XIV que Louis XVI a été guillotiné. Son pouvoir absolu a provoqué la Révolution, un siècle plus tard. On peut très bien dire que c'est faux, mais moi ça m'amuse de le dire. ça me fait plaisir. Bon, peut-être on va peut-être arrêter aujourd'hui. De toute façon, je dis je suis très content de voir que beaucoup de gens sont venus assister à cette rétrospective Kurosawa, mais ne vous privez pas de revenir pour les prochaines séances, parce que les films le méritent. Voilà, merci beaucoup.